Deux nouveaux ambassadeurs sont accrédités au Bénin. Ils ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État. Vous suivrez le point dans cette édition. Pour des élections législatives de 2023 à Perzé, le Parti du Renouveau démocratique PRD de Maître Adrien Roubedi a fait une série de propositions dont la prise en compte de l'une, en l'occurrence l'atténuation de la règle de 10% pour l'attribution des sièges qui passe inévitablement par la correction du code électoral. Le point également à suivre. Et puis en interactualité, à Tunis, malgré les critiques de l'opposition politique et une situation économique qui ne s'améliore pas, le président Kais Saïd peut compter encore sur ses soutiens. Quelques centaines d'entre eux se sont donc réunis ce dimanche pour lui manifester encore plus de soutien. Ravi de vous retrouver au rendez-vous du 13h sur Speedline Télévision. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs, Wesley Stoukan des États-Unis et Abdou Sidi du Niger, sont deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Remise de lettres de créance des nouveaux ambassadeurs du Niger et des États-Unis près le Bénin au chef de l'État, Patrice Talon. Sidi Abdou, né au Niger, est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en agronomie. Pendant une trentaine d'années, il a occupé plusieurs postes liés essentiellement à la recherche agronomique. Il devient le nouvel ambassadeur de la République du Niger près le Bénin avec... Les relations diplomatiques entre le Niger et le Bénin, elles sont excellentes. Elles sont d'abord vieilles. Ça fait très longtemps que le Niger a une ambassade ici. Et elles sont particulièrement excellentes. Les deux présidents de la République du Bénin et de la République du Niger sont des frères et qui expriment toujours leur volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre nos deux peuples. Le Niger et le Bénin partagent dans une certaine partie de nos pays le même peuple, le même groupe ethnique. Et quand vous venez vers Cotonou, vous avez une très forte concentration de Nigériens. Certains sont là depuis avant les indépendances. Mon premier message, c'est de demander aux Nigériens de respecter les lois du Bénin, mais de se sentir chez eux et qu'à toute occasion, ils ont là où ils peuvent aller se faire entendre. Cette remise de lettres s'est passée dans un esprit et dans un cadre, dans un état plein de chaleur, plein de fraternité. C'est comme si nous nous sommes connus il y a longtemps. C'était agréable. Et je remercie encore son Excellence pour la chaleur qui avait caractérisé quand même notre entretien. Brian Wesley Stoukan est le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique près le Bénin. Il a commencé sa carrière diplomatique par une formation au département d'État américain en 1995 avant d'être nommé directeur des services généraux à l'ambassade des États-Unis à Cotonou de 1996 à 1998. Il occupait depuis 2019 le poste de chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Soudan à Khartoum avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel des États-Unis près la République du Bénin avec résidence à Cotonou. C'est vraiment une occasion très spéciale pour mon épouse Claire et moi parce que nous avons commencé notre expérience, notre carrière diplomatique à l'étranger il y a 26 ans ici à Cotonou et nous sommes très contents d'être en retour. Ce qui m'a impressionné pendant cette période chez le peuple béninois continue à m'inspirer aujourd'hui. Votre respect des différences d'opinion et de croyances, votre hospitalité, votre résilience et votre créativité. Au cours de 26 ans, beaucoup de choses ont changé et je vois toutes ces choses. Je félicite le gouvernement du Bénin qui a pris des mesures importantes pour améliorer la vie des Béninois grâce aux infrastructures, aux soins de santé, à l'éducation et aux services publics comme l'électricité, en partenariat étroit avec les États-Unis. Ce qui n'a pas changé, ce sont les valeurs et les aspirations démocratiques
partagée par les peuples béninois et américains. Comme j'ai partagé avec le président Talon, l'une des principales priorités de l'administration président Biden est de renforcer la démocratie tant aux États-Unis que dans le reste du monde. Nous avons également parlé de l'importance de continuer à travailler en étroite collaboration pour faire face aux nouvelles menaces de la sécurité. Je m'engage à renforcer et poursuivre ce travail important afin que tous les Béninois puissent réaliser leur plan potentiel dans la paix. Les axes Cotonou-Niamey et Cotonou-Washington seront davantage renforcés. Dialogue par anticipation avec les formations politiques et le médiateur de la République du Bénin pour des élections législatives 2023 apaisées. Le Parti du Renouveau démocratique PRD de Maître Adrien Rongwedji à la rencontre a fait une série de propositions dont la prise en compte de l'une, en l'occurrence l'atténuation de la règle de 10% pour l'attribution des sièges qui passent inévitablement par la correction du code électoral. Précision avec Romaric Dossa. Le dialogue politique initié par le médiateur de la République avec les différentes formations politiques pour des élections législatives 2023 apaisées a été l'occasion pour le Parti du Renouveau démocratique PRD de faire savoir son analyse sur la règle de 10% au moins des suffrages valablement exprimés que doit avoir chaque liste de candidature pour être éligible à l'attribution des sièges. Le parti de Maître Adrien Rongwedji propose que ce pourcentage ne soit pas appliqué lorsque 4 listes au moins ont atteint ce taux. Au cas où 4 listes n'auraient pas franchi cette barre, le PRD suggère que la liste classée aussitôt après celles qui ont atteint les 10% soit éligible quel que soit son pourcentage. Cette atténuation de la règle, explique le PRD, devrait permettre d'éviter que le Parlement soit constitué seulement par les députés de 2 blocs acquis au gouvernement. La présence d'un courant minoritaire à l'Assemblée nationale est un facteur d'apaisement de la vie politique, renseigne le communiqué rendu public ce mercredi 4 mai par le PRD pour informer sur ses propositions au médiateur de la République. Ce dernier a pris son bâton de pèlerin pour dialoguer par anticipation à tour de rôle la semaine écoulée à Grand Popo avec les partis politiques légalement constitués en vue des élections sans heurts en 2023. Le moins qu'on puisse dire est que la prise en considération de cette suggestion du PRD passe par la modification du code électoral. En d'autres termes, le parti de Maître Adrien Rongwedji demande au médiateur de la République de suggérer au Parlement la correction surtout des dispositions de l'article 146 du code électoral prévoyant notamment que seules les listes ayant accueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national soient éligibles à l'attribution des sièges. Après la fermeture du centre d'éveil du continent noir par le gouvernement le 24 mars dernier, les parents des apprenants sont montés donc au créneau. Ce mercredi 4 mai 2022, ils ont montré le bien fondé de ce centre et plaidé pour sa rouverture. Aucun pays ne peut se développer dans la langue d'autrui. C'est force de cela que les parents plaident pour la réouverture du centre d'éveil du continent noir où leurs enfants sont inscrits. Ce centre donne l'enseignement dans la langue nationale Fongbe grâce à l'alphabet Gbekun. Mais par une décision en date du 24 mars 2022, le gouvernement a ordonné la fermeture du centre avec effet immédiat. Selon l'association des parents des apprenants de ce centre, les raisons évoquées par le gouvernement portent sur la forme et non sur le fond. Le gouvernement a notifié que l'ouverture d'une école au Bénin est subordonnée à une autorisation préalable de l'État. Face à cette situation, les parents demandent à l'État de mettre en place avec le groupe de promotion de l'alphabet Gbekun d'un cadre adéquat pour la continuation jusqu'à terme de cette expérience patriotique unique en son genre. L'école, c'est pour permettre au gouvernement de voir la réalité de ce que c'est que Gbekun, de ce que Gbekun a en lui comme philosophie. Donc c'est une école pilote, l'école qui donne l'enseignement en Gbekun. Et nous demandons
aux gouvernants de se rapprocher de ceux-là qui sont en train de poursuivre l'œuvre de Wessé Aïk Berdequin dans ce sens pour en savoir plus, pour comprendre quelle philosophie entoure l'enseignement grâce à l'alphabet Bekun. L'association souhaite alors la mise en place du système éducatif formel en langue nationale pour que les milliers de parents d'apprenants volontaires qui la composent puissent inscrire leurs enfants conformément aux dispositions de l'article 12 de la Constitution béninoise. Il réitère le souhait et la disponibilité du groupe des adultes apprenant le Bekun à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du système éducatif authentique en langue nationale fondé sur le Bekun. L'enfant qui est né dans une langue doit pouvoir commencer à apprendre. On doit pouvoir l'enseigner à partir de cette langue d'abord. Il peut aller au collège et commencer par apprendre une langue étrangère. Parce qu'on doit pouvoir communiquer avec d'autres pays. C'est normal. Mais moi, j'ai mis mon enfant là parce que je suis fond. Et je dois éduquer mon enfant d'abord dans ma langue fond. Et le système a tout. On a tellement préparé le système que c'est formidable. Même le blanc, si le jour il va toucher à ça, il va crier. Mais les Noirs ont telle intelligence en leur sein. C'est tellement conçu que je suis tombé amoureux. Il peut nous appeler ou appeler le groupe Bekun pour s'imprégner de vraiment ce qui se passe. Parce que peut-être que ceux qui l'ont rapporté le truc ont mal expliqué parce qu'ils ne savent pas ce que c'est Bekun. J'aurais voulu qu'un groupe, 2 personnes, 3 personnes du groupe Bekun qui les interpellent, qui viennent face à face, lui expliquer ce qui se passe, comment la chose se passe. C'est mieux que de rester dans un bureau et de donner une décision. Sincèrement, je me suis dit qu'ils ne sont pas venus s'imprégner de la chose. Suivant le programme établi par le fondateur de ce système éducatif, les apprenants doivent, à partir de la 2e phase de leur formation, le secondaire, être initiés aux métiers essentiels de subsistance. Il s'agit de l'agropastoral, la bonne santé et la guérison des maladies, le textile, la maçonnerie, la construction mécano-soudée, l'enseignement et bien d'autres. La Société d'encouragement pour l'industrie nationale et la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones ont lancé ce mercredi l'édition 2022 du concours francophile d'entrepreneurs. L'objectif est de valoriser l'initiative entrepreneuriale et l'innovation contribuant aux objectifs du développement durable des Nations Unies. Le Bénin n'est pas resté donc en marge de cette édition. Romaric Tossa pour le compte rendu. Concours francophile d'entrepreneurs. Il a pour ambition de permettre aux porteurs de projets entrepreneuriaux d'échanger avec d'autres porteurs de projets ou des partenaires afin qu'ils co-construisent leurs démarches et les transforment en succès. Le concours est ouvert aux jeunes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs francophones ayant un projet qui répond aux critères de développement durable et responsable. Eh bien, le participant entrepreneur doit être, ça paraît assez logique, une personne physique majeure qui représente une entreprise personne morale qui a son siège dans l'un des pays francophones inscrits sur la liste de la 50aine de pays de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce qui est important aussi, c'est que ces entreprises ont au moins 2 ans d'existence et moins de 5 ans. Parce que ce prix, il vise bien entendu à accélérer, à booster le développement d'une entreprise dans le projet qu'elle aura, à la fois dans son pays, peut-être aussi à l'international, dans l'un des 3 secteurs clés qui a été décrit et qui correspond bien entendu dans l'esprit des objectifs du développement durable, thématique ô combien importante à notre époque. On le sait, quand on a une entreprise qui démarre, le fait de bénéficier d'une audience, d'une tribune et d'avoir des relais, c'est très précieux. Le Bénin fait également partie des 10 pays africains retenus pour ce concours international. Au lancement, le ministre béninois du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, a rappelé les avancées enregistrées par le Bénin dans le cadre des objectifs du développement durable. Pour l'autorité, le Bénin a fait un pas de géant. Aujourd'hui, nous avons constaté
avec satisfaction que le Bénin a réussi le premier Eurobond ODD en Afrique, 1 milliard d'euros. Notre pays est redevenu puits de carbone depuis 2020 et peut donc dynamiser son approche de captation de financement vert. Le Fonds national pour l'environnement et le climat est la première institution de l'Afrique francophone accréditée au Fonds vert pour le climat. En plus de son accréditation au Fonds d'adaptation, nous mobilisons des écotasses depuis 2004 en faveur du financement des actions de développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Nous avons généralisé les études d'impact environnemental et social, la délivrance des certificats de conformité environnementale et sociale et la mise en place de plans de gestion environnementale et sociale sur tous les projets publics et privés. Je souhaite aux compétiteurs de sortir leur tripes parce que le potentiel du développement durable est sans limite. Merci aux organisateurs de leur tendre cette passerelle entre le présent et le futur. 3 secteurs industriels sont retenus pour cette édition. L'agroéconomie raisonnée, la transition énergétique et le secteur mode textile, accessoires durables. Les intéressés sont donc jusqu'au 31 juillet prochain pour candidater. Hors des frontières béninoises à présent, à Tunis, malgré les critiques de l'opposition politique et la situation économique qui ne s'améliore pas, le président Kais Saïed peut donc toujours compter sur ses soutiens. Quelques centaines d'entre eux se sont donc réunis ce dimanche sur l'avenue Bourguiba, dans la capitale tunisienne, à l'appel de plusieurs partisans. Le chef de l'État peut donc compter sur ses soutiens. Des centaines de Tunisiens ont manifesté leur soutien au président Kais Saïed dimanche à Tunis, la capitale. Si les adversaires du chef de l'État tunisien critiquent ces mesures qu'ils considèrent comme une dérive autoritaire, les manifestants qui ont répondu à l'appel du collectif pro-Saïed ont déployé des calicots avec l'inscription « Nous sommes tous Kais Saïed » et scandé des slogans appelant au jugement des politiciens corrompus. Les partisans du président ont également hué Rachid Ghanouchi, chef du parti islamo-conservateur Ennahda et président du Parlement dissous par M. Saïed. On n'a pas vu de grandes choses, il n'y a pas de grandes lignes politiques, mais on espère bien qu'il va gouverner la Tunisie et la ramener vers le Hokm Rachid. Le Hokm Rachid, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, mais quand on sait juger les voyous, les voleurs, les trafiquants, ceux qui ont affamé le peuple tunisien, ceux qui ont pillé les richesses naturelles de la Tunisie. Nous voulons que tous ceux qui ont trahi la Tunisie soient poursuivis, que ce soit aux yeux de la loi ou devant Dieu. Nous ne voulons pas que cela se fasse dans un esprit de vengeance ou d'exclusion. Nous voulons qu'ils soient poursuivis à la hauteur des infractions qu'ils ont commises. Enfin, cela doit se faire dans le cadre d'une justice indépendante, avec des juges indépendants, équitables et patriotes. Le président Kais Saïed s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021 en limogeant le Premier ministre et en suspendant le Parlement avant de le dissoudre en mars dernier. Plusieurs partis d'opposition ont annoncé fin avril la création d'un front de salut national avec l'objectif d'unir toutes les forces politiques pour sauver la Tunisie. Et une triste nouvelle qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro, est décédé ce samedi à l'âge de 68 ans. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le désormais ex-président de l'Assemblée nationale faisait partie des hommes de confiance du président Alassane Ouattara. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro, est décédé samedi 7 mai 2022. Âgé de 68 ans, Amadou Soumaoro était une figure de la politique ivoirienne. Fidèle du président Alassane Ouattara, il était l'un des 4 membres fondateurs du Parti du Rassemblement des Républicains, RDR, en 1994, parti historique du chef d'État ivoirien. Ce dernier a déclaré dans un communiqué qu'il perdait un fidèle compagnon, un ami loyal et dévoué. Président de l'Assemblée depuis mars 2019, Amadou Soumaoro a fait de longs séjours à l'étranger ces derniers mois pour raisons médicales. Il était remplacé par l'un des vice-présidents de l'Assemblée, Adama Bictogo, un cadre issu du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, RHDP, le parti au pouvoir.
Diplômé de l'Institut des Relations économiques internationales de Paris en 1979, Amadou Soumaoro avait été plusieurs fois ministre du Commerce extérieur en 2002, puis du Commerce en 2003 et 2005 dans un gouvernement d'union sous la présidence de Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire a été plusieurs fois endeuillée par les disparitions des responsables politiques ces dernières années. En juillet 2020, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était décédé des suites de problèmes cardiaques. Son successeur, Ahmed Bakayoko, est mort en mars. Des organisations de la société civile en Gambie ont pressé les autorités d'engager une poursuite contre l'ancien dictateur Yahya Jammeh à l'approche d'une prise de position très attendue du gouvernement sur le sujet. Le gouvernement a théoriquement jusqu'au 25 mai prochain pour se prononcer sur les recommandations produites il y a 6 mois. Alors que le gouvernement gambien a jusqu'au 25 mai pour se prononcer sur les recommandations de poursuite contre l'ancien dirigeant Yahya Jammeh, des organisations de la société civile ont fait entendre leur avis en faveur d'un procès. Cette semaine, le regroupement d'associations de victimes, d'avocats ou de femmes ont donc publié leur propre livre blanc dans lequel sont posées des questions aux autorités de la Gambie. Ces interrogations concernent les conclusions d'une commission qui a enquêté sur les méfaits perpétrés par l'ex-chef d'État entre juillet 1994 et janvier 2017. Ce document vise à faire pression sur le gouvernement du président Adama Barrow, soupçonné de ne pas vouloir appliquer les recommandations de poursuite de la commission, aucune indication claire n'ayant été prononcée depuis la publication de ces préconisations en novembre 2021. Après avoir enquêté plus de 2 ans, cette dernière a dénoncé des assassinats, des actes de torture, des disparitions forcées, des viols et castrations, ainsi que des arrestations arbitraires et des persécutions durant cette époque. Entre 240 et 250 personnes sont mortes entre les mains de l'État et de ses agents. Yahya Jammeh est aujourd'hui en exil. En France, à présent, à l'approche des législatives, les candidats malheureux du scrutin présidentiel tentent d'incarner le contre-pouvoir à Emmanuel Macron, en particulier la finaliste Marine Le Pen et le 3e homme de l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon, alors que l'insoumis a affiché son ambition de devenir Premier ministre. La RN, candidate de la RN, ne croit pas à la posture adoptée par celui qui a pris la tête de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, accord d'union, tout juste signé. Ses partisans peuvent crier victoire. 14 ans après avoir quitté le Parti socialiste, Jean-Luc Mélenchon remporte son pari. Sous le patronage du leader de la France insoumise, le PS moribond rejoint l'union des principaux partis de gauche en vue des législatives de juin prochain. Un tweet l'annonce tard dans la nuit, les cadres du PS adoptent à 62% l'union avec les insoumis, communistes et écologistes. Pour le leader socialiste, l'heure est au rassemblement. Parce que la gauche, elle ne peut gagner que quand elle est rassemblée. Les gens le savent, ils nous le disent. Longtemps farouchement opposés, les gauches franchissent un pas historique. Mais de l'enthousiasme au scepticisme, la nouvelle est diversement accueillie. Je crois que c'est une façon de dire, surtout, qu'il faut absolument que les élus de gauche soient suffisamment nombreux pour faire contrepoids et obliger finalement Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui a été élu, à tenir compte des demandes d'une grande partie de l'opposition quand même. Ça serait une bonne chose, mais je ne crois pas beaucoup à leur aboutissement. Malheureusement, ça a l'air trop compliqué. Au-delà des divergences de lignes politiques, la question des investitures aux législatives est dans toutes les têtes, avec le risque de candidature dissidente synonyme d'exclusion. Union historique pourrait alors rimer avec fracture pour les socialistes. En Ukraine, les pays G7 réunis en visioconférence ce dimanche 8 mai ont accusé Vladimir Poutine de couvrir la Russie de honte avec ses actions. En Ukraine, ils ont pris l'engagement de se sevrer du pétrole russe, mais sans donner le calendrier précis. Les dirigeants du G7, Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni se sont engagés ce dimanche à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe.
C'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué dans lequel elle déclare également, en lien avec le 8 mai 1945, que 77 ans plus tard, le président Poutine et son régime ont choisi d'envahir l'Ukraine dans une guerre d'agression non provoquée contre un pays souverain. Ces actions font honte à la Russie et au sacrifice historique de son peuple. Ce dimanche toujours, le chancelier allemand a assuré l'Ukraine de sa solidarité face à l'envahisseur russe lors d'une allocution télévisée. Rarement, nous n'avons été aussi unis qu'aujourd'hui avec nos amis et nos partenaires. Je suis profondément convaincu que Vladimir Poutine ne gagnera pas la guerre. L'Ukraine s'obstinera. La liberté et la sécurité l'emporteront, tout comme la liberté et la sécurité ont triomphé de l'absence de liberté, de la violence et de la dictature il y a 77 ans. Y contribuer au maximum de nos capacités signifie aujourd'hui plus jamais ça. C'est en cela que réside l'héritage du 8 mai. Concernant les importations de pétrole russe, des négociations doivent se poursuivre cette semaine au niveau européen. Les 27 vont notamment devoir lever les obstacles au projet d'embargo actuellement bloqué par plusieurs États membres, dont la Hongrie. Toujours en Ukraine, des civils ukrainiens quittent à compte-gouttes l'usine d'Azovstal. 50 personnes ont été évacuées grâce à un nouveau convoi vendredi de l'immense usine, la dernière poste de résistance des forces ukrainiennes à Mariupol, une cité portuaire assiégée par des troupes russes. Après y avoir vécu sous terre pendant des semaines, plus de 170 civils de Mariupol, dont 40 évacués de l'usine sidérurgique Azovstal, sont arrivés à Zaporijjia sous contrôle ukrainien ce dimanche. C'était dur, moralement dur, médicalement dur, parce que je n'avais plus de médicaments. Nous pensions que nous allions rester pendant 2 jours, moi et mon mari, mais nous avons dû rester pendant 2 mois. L'usine est détruite, il était difficile d'escalader les débris métalliques. Ils nous ont fait passer par des chemins, mais là où se trouvait un atelier autrefois, se trouvent aujourd'hui des ruines. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, affirme que quelques 300 personnes au total ont déjà été évacuées d'Azovstal. Plus aucun civil ne se trouverait désormais dans l'immense aciérie. Une affirmation impossible à vérifier selon les combattants sur place. Les civils ont été évacués de l'usine Azovstal au cours des 3 derniers jours. Nous ne pouvons pas dire avec certitude s'ils l'ont tous été, car il n'y a pas d'organisation internationale ou de structure de pouvoir ici. Et nos politiciens ukrainiens ne sont d'ailleurs pas venus ici sur le territoire d'Azovstal. Et bien sûr, il n'y a aucun équipement spécial pour déblayer les décombres. Plus à l'est, dans le Donbass, une école servant d'abri a été visée par un bombardement attribué à l'aviation russe par Kiev. Volodymyr Zelensky a affirmé que 60 personnes ont perdu la vie dans ce qui pourrait être un nouveau crime de guerre. Et voilà qui vient mettre un terme définitif à cette édition, ce 13h. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien et surtout restez fidèles au programme de Speedline Télévision. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes.